Avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Ensemble, on va commencer par les déclarations du pape Léon XIV qui demande une fois de plus la fin immédiate de la barbarie, de la guerre à Gaza, une résolution pacifique du conflit. Et ce plaidoyer papal, vous le voyez à côté de moi, fait la une de plusieurs quotidiens italiens, notamment de la Stampa, qui rappelle que pour l'instant la guerre continue et que l'armée israélienne, vous l'avez dit, s'est déployée à Deir el-Bala, dans le sud de l'enclave palestinienne. Dans une tribune publiée par le quotidien espagnol El País, Gadi Al-Ghazi accuse, lui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'utiliser la faim comme une arme de guerre à Gaza. Cet historien israélien présente l'implantation des centres de distribution alimentaire de GHF comme un instrument pour forcer le déplacement des civils et faire progresser, je le cite, le nettoyage ethnique. La famine, également utilisée, Hélène, comme arme de guerre contre les Rohingyas en Birmanie. Le Washington Post fait état de plusieurs rapports récents affirmant que cette minorité musulmane est délibérément affamée, je cite toujours, par la junte au pouvoir dans l'état de Rakhine. Le quotidien américain alerte sur le fait que le désespoir des Rohingyas en Birmanie reflète celui des Rohingyas réfugiés de l'autre côté de la frontière, au Bangladesh, où près d'1 million d'entre eux vivent dans des camps surpeuplés. Leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Elles se sont encore détériorées depuis la réduction drastique de l'aide alimentaire, là encore, conséquence directe de la baisse de l'aide internationale et notamment de l'aide américaine. Voilà donc pour la situation sur place et en France, tout autre chose à présent. Hélène, la presse française revient notamment sur cette pétition contre la loi du plomb qui dépasse le 1 million de signatures, un record. Et avant d'en venir à la situation dans l'Hexagone, je vous propose Hélène, j'ai sauté une page. Par le Sahel, où la situation, on le sait, sécuritaire ne cesse de se dégrader. D'après le Figaro, les attaques djihadistes se sont multipliées ces 6 derniers mois au Mali, au Niger et au Burkina Faso, mais aussi dans les États limitrophes. Le quotidien affirme même que les 2 principaux groupes djihadistes locaux, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda et le groupe État islamique au Grand Sahara, je cite, prennent régulièrement le dessus sur les armées régulières. Le Figaro qui revient également, Damien, sur les tractations en cours pour la libération de l'ex-président ou du président nigérien Mohamed Bazoum, qui est emprisonné dans un réduit dans le palais présidentiel de Niamey depuis le putsch il y a 2 ans d'Abdourahmane Tiani, qui ne sait plus quoi faire, dit le Figaro, de ce prestigieux prisonnier. Le Figaro affirme que le nouvel homme fort du Niger vit dans la crainte permanente d'être renversé à son tour et que l'enthousiasme de la société civile pour le changement au départ s'est émoussé d'autant plus vite que précisément les promesses de la junte n'ont jamais été tenues, et en particulier donc dans le domaine sécuritaire. Voilà, et on revient donc sur cette pétition contre la loi du plomb, Hélène, qui dépasse le 1 million de signatures, c'est un record. 1 million de signataires contre une loi qui est accusée d'être à la fois dangereuse pour la santé et pour l'environnement. Libération interpelle les macronistes et les républicains qui ont voté pour cette loi et qui campent toujours sur leur position. Si ce million de signatures ouvre la possibilité d'un nouveau débat à l'Assemblée, cette pétition n'a pas en revanche de force contraignante et a priori elle devrait rester symbolique, mais pour Libé, c'est tout de même une bonne nouvelle, notamment parce que cette pétition contredirait l'idée d'un désengagement à l'égard de la politique. L'engagement sous toutes ses formes, avec cette expérience unique maintenant dans un centre pénitentiaire de l'ouest de la France. La Croix s'est rendue dans une prison de Nantes qui organise, figurez-vous, des échanges téléphoniques entre des détenus et des personnes âgées, un dialogue inattendu qui développe le partage, l'écoute, l'empathie de part et d'autre de la ligne du téléphone. Et les discussions prennent parfois, Damien, des tours inattendus. Un détenu raconte que cette expérience a changé pour lui. Avant, j'étais quelqu'un de renfermé, avec des a priori. J'ai appris à accepter les différences des autres, assure-t-il. Avant de citer un exemple qui l'a pas mal marqué, un jour, j'ai parlé avec une femme qui se sentait désemparée face à la délinquance. Elle me racontait qu'elle n'aimait pas les Noirs et les Arabes. Elle n'avait pas compris que j'étais noire et que j'étais en prison. Ça m'a reboosté de lui donner mon point de vue calmement, sans m'offenser. J'ai été capable de prendre un peu de hauteur.
La rubrique surprise et première fois, toujours Damien, dans le journal espagnol El País. La victoire hier au championnat du monde de Singapour de l'équipe espagnole de natation artistique et de natation synchronisée. L'équipe espagnole s'est hissée à la 3e place du podium avec Denis González, que vous voyez ici au milieu de ces nymphes espagnoles. Premier homme de l'histoire à décrocher une médaille en nage libre par équipe mixte, donc, lors d'un championnat majeur, avec une chorégraphie qui était intitulée Folie. Hommage à la pensée subversive. Bon, Hélène, Christophe, vous savez ce qu'il nous reste à faire maintenant. On va faire de la natation synchronisée mixte. Pour finir, Hélène, vous nous parlez de sport, toujours avec la suite du Tour de France. 2e et dernière journée de repos aujourd'hui. Le temps pour Julien Alaphilippe de se remettre de ses émotions et de sa fausse joie d'hier, puisque effectivement le Français, qui était déjà tombé en début de course, a dû se remettre l'épaule gauche déboîtée, a cru avoir remporter cette étape du Tour parce qu'il avait été privé de sa radio cassée durant sa chute, d'où ce geste de victoire. Hélas, aussitôt arrêté dans son élan, et donc la fausse joie à la une de l'équipe. Bon rétablissement à lui, et puisque c'est jour de relâche aujourd'hui, Damien, je vous propose de rester du côté de l'équipe qui revient sur le travail méconnu de cet homme. Il s'appelle Patrick Dancoine. Il travaille sur le Tour de France. La mission de Patrick, nous dit-on, sillonner chaque matin la route de l'étape avant le passage du peloton dans cette petite camionnette. Et sa mission, donc, c'est d'effacer les dessins obscènes et les messages politiques, ce qui lui a valu le surnom d'effaceur de pénis du Tour. Enfin, le vrai nom est un peu plus cru. Pour ce qui est donc des dessins olé olé, l'effaceur dit en réalité, vous le voyez ici à côté de moi, qu'il les transforme plutôt en réalité en hibou, en lapin ou en papillon, et que cette année d'ailleurs, il fait pas mal de lapins. Merci beaucoup, Hélène. Quel talent quand même pour transformer tout ça.